Pour ce dernier dimanche en politique de la saison, j'ai invité un trio de députés, un LREM, un LR, un PS, les trois couleurs politiques qui vont représenter notre région à l'Assemblée nationale. Avec eux, nous allons parler recomposition, démission et renouvellement. Les députés en Rhône-Alpes, la marche d'après l'élection. Bienvenue dans la DER de DEP. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Dimanche en politique, émission diffusée en direct sur Facebook et en différé sur l'antenne de France 3 Rhône-Alpes. Aujourd'hui donc, je reçois trois députés fraîchement élus ou réélus, trois profils, trois positionnements bien différents avec moi donc sur ce plateau. D'abord le petit nouveau, Thomas Gassillot, député LREM du Rhône. Bonjour à vous. Bonjour. Damien Abad, député LR de l'Ain, le mieux élu de la région, si je puis dire. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis le rescapé socialiste, Régis Juanico, député PS de la Loire, élu avec 23 voix d'avance. Vous avez eu chaud, hein? Oui, bonjour Olivier. Oui. Je suis content de vous retrouver. Oui, vous avez eu très chaud. Oui. Est-ce qu'à un moment vous avez pensé perdre cette élection? Non, je l'avais dit sur ce plateau-là, les élections sont jamais jouées d'avance. Il y a toujours une campagne d'entre-deux tours. Je savais que ça allait être très serré. J'avais dit que ça se jouerait à quelques voix près. Bon, je ne pensais pas que ça se jouerait à aussi peu de voix près. Mais quand on a le sentiment de bien avoir rempli son mandat, d'avoir bien travaillé à l'Assemblée nationale comme pour défendre son territoire, d'avoir été sur le terrain, le travail paye finalement. Et donc, moi, c'est le premier conseil que je voulais donner aux jeunes députés qui sont nouvellement élus. Le travail paye, donc travaillez, faites votre travail de parlementaire à l'Assemblée et sur le terrain. Et pendant 5 ans, ça va payer. Et la victoire facile, hein, c'est vous, Damien Abad. Alors là, c'était royal. Je dis, vous avez donc été le député le mieux élu de nos 32 circonscriptions. Oui, alors aucune victoire est facile. Ça a été un combat difficile dans un contexte national de tsunami politique qu'on a connu. Mais simplement, ce qui a payé, comme l'a dit Régis, c'est le travail. C'est l'ancrage territorial, c'est la volonté aussi de renouveler la vie politique française, les pratiques politiques, et puis c'est aussi, je crois, la sincérité dans mon engagement. Non, mais tout le monde peut le dire, mais tout le monde ne l'incarne pas forcément. Et le problème aujourd'hui, c'est face aux électrices et aux électeurs, c'est de l'incarner. C'est d'incarner une ligne politique que j'ai défendue d'ailleurs dès cette semaine à l'Assemblée nationale, c'est une ligne politique renouvelée, responsable et vigilante face à la nouvelle majorité. Et je crois qu'effectivement, les électrices et les électeurs m'ont fait confiance. C'est un des meilleurs scores de France, c'est le meilleur de Rhône-Alpes, tant mieux. Mais moi, je ne suis pas là pour dresser des lauriers. Sourire quand même. Oui, mais, la satisfaction. Bien sûr qu'on est content. Je préfère ça que l'inverse, surtout compte tenu du contexte national. Mais vous savez, je suis sur le terrain dès ce week-end. J'ai été sur le terrain dans ce département parce que je pense que c'est important tout de suite de rentrer dans son mandat d'élu. Quand quittez-vous la présidence du conseil départemental de l'Ain ? Le 10 juillet, il y aura une session de passation le 10 juillet. Je tiendrai ma dernière session extraordinaire le 6 et 7 juillet. C'est un département que j'aime, que j'ai chevillé au cœur et avec lequel je continuerai à travailler parce que je veux le dire ici, je quitte la présidence, mais je ne quitte pas le département de l'Ain. Je resterai élu à l'intérieur et j'œuvrerai pour les habitants de ce département. Thomas Gassillot, vous étiez jusqu'à présent maire de Saint-Symphorien sur Coise, c'est dans l'ouest du département du Rhône. Vous étiez aux manettes jusqu'à présent, vous aviez le levier du pouvoir. Là, vous allez vous retrouver finalement dans une majorité. Alors, c'est pas la même chose quand même. Je le suis toujours encore jusqu'au 6 juillet, puisque nous, le conseil municipal est prévu le 6 juillet pour effectivement élire un nouveau maire. Effectivement, entre un maire et un député, c'est pas tout à fait la même responsabilité. Être maire, c'est une responsabilité très opérationnelle. Par exemple, dans ma commune, j'ai 2000 scolaires, il faut prévoir la rentrée, assurer la sécurité. Vous n'êtes pas trop chez vous, si je puis dire, ce qui n'est pas le cas, et vos collègues pourraient vous le dire, ce qui n'est pas forcément le cas quand même quand on est à l'Assemblée nationale. Exactement, mais quand on est maire, quand on est chef d'entreprise, on constate également des blocages, une situation nationale des fois qui nous irrite, et donc on a envie aussi d'aller un peu au-dessus pour impulser quelque chose pour notre pays. Monsieur Juanico, monsieur Abad, un conseil pour le petit nouveau. Allez, quelque chose d'assez personnel qui pourrait lui être utile. Moi, le conseil que je donnerais, c'est l'humilité. On a tellement vu de députés qui sont venus et qui sont repartis comme ils sont venus parce qu'ils avaient l'impression qu'avec l'élection, tout était arrivé. L'humilité, c'est important dans la vie et notamment dans la vie politique. Ne pas se disperser dans les premières semaines, ne pas vouloir tout faire, bien observer parce qu'il y aura de longues semaines et de longs mois avant de bien comprendre les rouages et les règlements de l'Assemblée nationale et puis se spécialiser sur une question. Je sais que notre nouveau collègue est déjà spécialisé sur une question en particulier, mais la vraie nouveauté de cette Assemblée nationale, et je crois que c'est un progrès pour la démocratie, c'est que c'est le premier Parlement du non-cumul des mandats.
Et le renouvellement, c'est d'abord fait par le fait qu'on n'aura plus de députés maires, qu'on n'aura plus de président du conseil régional député, et qu'on aura, j'espère, des députés qui sont vraiment à plein temps, qui feront leur boulot de contrôle du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Alors avant de parler de renouvellement, justement, et de recomposition politique, j'aimerais qu'on ait un mot sur l'actualité politique de la semaine, qui a été marquée quand même par la désignation d'un nouveau gouvernement, et puis surtout, on va dire, le fait politique majeur, c'est bien sûr la démission des 3 ministres MoDem, et le premier d'entre eux, François Bayrou. On va voir quelques images de la passation de pouvoir, notamment de François Bayrou, à Nicole Belloubet, la nouvelle garde des Sceaux. Thomas Gassillou, c'était la bonne attitude, le départ des ministres MoDem, eu égard au fait qu'une enquête est ouverte sur ces emplois fictifs donc, au Parlement européen? Écoutez, pour ma part, je ne suis pas juge. Je fais entièrement confiance à la justice de notre pays. Depuis quelques jours chez les députés de la République. Tout à fait, parce que je pense qu'effectivement, il faut réhabiliter, il faut vraiment faire part de notre confiance en la justice pour que nos citoyens et nos concitoyens également aient confiance en la justice. Je pense que c'est tout à leur honneur, ces ministres, de partir effectivement s'ils pensent qu'ils peuvent apporter un ombrage à l'action de renouvellement. Mais vous voyez derrière, on se dit mais pourquoi ils ne sont pas partis plus tôt? Même pourquoi ils ont été nommés, puisque déjà l'affaire était en place. Ça fait même des années qu'on sait qu'il y a une affaire MoDem. Je sais pas, pour ma part, je suis pas au courant, je ne connais pas ce parti politique de l'intérieur. D'ailleurs, je suis adhérent tout récemment à En Marche, j'ai jamais été adhérent à un quelconque autre parti politique. Vous êtes plutôt présenté sous l'étiquette divers. Exactement, tout à fait. Voilà, j'ai un passé, ça fait 10 ans que je suis chef d'entreprise, que j'ai créé mon entreprise quand je suis sorti de mes études. Et effectivement, ce que j'ai constaté dans la vie réelle me pousse plutôt à croire qu'il faut libéraliser davantage notre économie, à créer davantage de richesses avant de vouloir trop la distribuer. Régis Juanico, ce n'est qu'une enquête, hein. Encore une fois, il y a la présomption d'innocence dans notre pays. Je ne pense pas que les nouveaux députés d'En Marche s'attendaient à faire leur rentrée des classes, quelque part, avec un contexte de crise politique quand même au sommet de l'État. Et on a quand même un début de mandat qui est relativement laborieux, surtout qu'on est là au cœur de ce qu'étaient les engagements d'Emmanuel Macron et du pacte qu'il avait scellé avec François Bayrou pendant la campagne présidentielle sur la moralisation de la vie publique et sur la question de l'exemplarité et de la transparence. Et là, on voit quand même qu'il y a eu un défaut dans la cuirasse, qu'il y a eu quand même des trous dans la raquette, un défaut dans le scanner notamment qui devait détecter pour les membres du gouvernement nommer les problèmes judiciaires, les problèmes fiscaux, etc. Et que là-dessus, il y a eu effectivement des fautes qui ont été commises et qui aujourd'hui mettent le gouvernement en situation difficile parce qu'il va devoir... Mais d'une certaine manière, est-ce que Emmanuel Macron s'en sort pas plutôt bien dans cette affaire en disant qu'il est capable d'aller affronter un François Bayrou dont on sait que le poids qu'il a quand même? Ah bah c'est des silences radio, hein, Monsieur Macron, sur la moralisation de la vie publique depuis quelques semaines, ça vous aura pas échappé. Et simplement, il y a un texte qui doit venir très vite à l'Assemblée nationale. Il va passer au Sénat juste avant sur la moralisation de la vie publique. J'ai dit ici que ce texte n'allait pas assez loin, qu'il fallait l'enrichir, qu'il fallait des mesures fortes et radicales. Et on va amender ce texte, je l'espère. Mais on part dans de mauvaises conditions sur cette question. Damien Abad, vous avez été député européen. C'était quoi, 2009-2012 vous étiez au PPE à l'époque. C'est pas effectivement le même groupe que le MoDem. Pour le coup, vous aviez déjà entendu parler de cet emploi, alors présumé fictif, des assistants parlementaires? Non, pas directement. Simplement, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'arroseur arrosé. C'est quand même toutes celles et tous ceux qui, en campagne, nous ont expliqué qu'il fallait laver plus blanc que blanc et qu'on constate que finalement, le compte n'y est pas. Et donc, ça doit toutes et tous nous interroger. D'abord, sur la place de la justice, des médias par rapport au pouvoir politique. Sur le fait aussi de savoir où on veut aller dans la transparence. Moi, je suis pour la transparence, je ne suis pas pour le voyeurisme. Et que donc, sur cette loi de moralisation de vie politique, je la voterai, j'avais pris cet engagement-là, je l'amenderai également, je proposerai un amendement très concret, qui est celui qui visera à moduler l'indemnité du parlementaire en fonction de sa présence et de son activité. Parce que ce qui compte, c'est ça. Ce qu'on attend aujourd'hui du parlementaire, c'est des résultats, l'efficacité et du travail. En ce qui concerne, et puis dernière chose que je voudrais dire, c'est que les Français en ont ras-le-bol de ce climat des affaires. Il pourrit la vie politique française dans son ensemble. Et que donc je pense quand même qu'il faut qu'on ait des règles qui soient très claires pour qu'on évite chaque jour d'avoir une affaire qui surgit et qui finalement pollue tout le monde. Messieurs, est-ce qu'on ne va pas trop loin dans la volonté de transparence aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas, vous savez, le mythe de cette société ouverte, totalement transparente? Est-ce qu'on ne va pas trop loin? C'est une question, je n'ai pas d'avis bien sûr. Thomas Gassillou. Déjà, je constate qu'on est du même avis sur ce sujet-là et je suis satisfait d'entendre par exemple Damien Abad qui indique qu'il va voter cette loi effectivement sur la moralisation de la vie publique. Effectivement, on partage cette volonté, on va dire, d'assainir la vie politique. Ensuite, concernant la transparence, c'est effectivement une question d'équilibre.
quand on exerce des fonctions politiques, on n'est pas un citoyen comme les autres. Effectivement, on se doit d'être davantage transparent pour donner confiance à ceux qui nous ont mis aux responsabilités. Et ensuite, c'est une question d'équilibre, effectivement, pour pas tomber non plus dans une société de voyeurisme où chaque responsable politique serait sur un siège éjectable dès que telle ou telle accusation serait donnée par voie de presse, par exemple. Les députés votent la loi. Ils ne peuvent pas être au-dessus de la loi. C'est simplement cela qu'il faut comme respect d'un principe fondamental de notre Constitution, de nos règles dans la République. Et donc je pense que sur la question de la prévention des conflits d'intérêts, par exemple, nous pouvons aller plus loin. Je sais que M. Gassiliou s'est retiré de son entreprise immédiatement. Et je pense que c'est la bonne marche à suivre. Moi, je suis pour qu'il y ait une séparation stricte. Quand on est député, on n'a que ce mandat, on n'a pas d'autre activité professionnelle, et donc on prévient mieux les conflits d'intérêts. Il y a la question de la transparence des dons aux partis politiques et dans les campagnes électorales. Je pense qu'on en reparlera. Et puis, il y a la question de l'immunité parlementaire, parce que je crois que c'est encore un système qui choque. Je ne parle pas pour les actes qui relèvent du mandat de parlementaire. Il ne faut pas qu'on soit inquiété pour notre liberté d'expression, c'est évident, qui est une liberté fondamentale. Oui, mais on l'oublie un peu vite. Pour être mis en garde à vue. On l'oublie un peu vite, ça. C'est quand même une garantie qui vous protège pour pouvoir vous exprimer. Bien sûr. Et vous voyez, ce débat sur l'immunité parlementaire est très intéressant. Parce que la vérité, c'est quoi? Si vous faites un micro-trottoir, tous les Français vont dire qu'il faut lever l'immunité parlementaire. Et moi, j'y suis aussi favorable sur le principe simple, c'est que les députés ne doivent pas être au-dessus des lois. Ils ne doivent pas être non plus en dessous. Mais par contre, il faut aussi rappeler à tous les Français qui nous écoutent que cette immunité parlementaire, elle a été créée aussi pour garantir la liberté d'expression des députés. Parce que très concrètement, si on n'encadre pas cela, demain, vous pouvez avoir une plainte pour diffamation sur tel ou tel propos qui touchera tout le monde, et donc on ne pourra plus exercer notre activité de parlementaire. Donc il faut trouver l'équilibre, et attention de ne pas tomber dans un anti-parlementarisme bête et méchant. Il y a des efforts à faire, mais il y a des règles à avoir, et la transparence, comme d'autres, doit être encadré. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de renouvellement. 74% de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Ça va faire de nouvelles têtes, de nouveaux copains peut-être à se faire, copains et copines, puisqu'il y a quand même aussi une proportion de femmes assez importante. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de renouvellement dans l'attitude, dans la pratique des parlementaires, dans l'image qu'ils donnent. Chaque mercredi, vous le savez, France 3 diffuse des questions au gouvernement. Les députés aiment souvent qu'on les voit, ils sont dans l'axe de la caméra, ils se font remarquer. Mais parfois l'ambiance, si vous suivez cette partie, elle devient délétère. Et le débat tient plus du théâtre, voire de l'invective que de la politique. Ce spectacle, je le dis, je l'assume, désolant, a atteint, je crois, son point culminant un soir du 19 avril 2013. Les députés débattent alors de la loi Taubira. Regardez. Je demande au ministre de l'Intérieur de cesser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Des députés qui se lèvent pour en découdre. L'image est exceptionnelle. Vers 1h du matin, en plein débat sur le mariage pour tous, certains députés de l'opposition tentent de s'en prendre à l'un des collaborateurs de Christiane Taubira. La séance est suspendue. Le reste de la scène ne sera pas filmé. Alors j'ai repris cette image. C'est un des faits les plus graves de cette législature, soyons clairs, mais il y a quand même aussi ce qu'on voit de manière dans de nombreuses semaines, ces éclats de voix, ces invectives, des députés qui tapent sur des pupitres, qui coupent la parole. Messieurs, est-ce que dans le renouvellement, il y a aussi le renouvellement de l'image que parfois vous renvoyez, alors pas forcément vous personnellement, mais ce que vous renvoyez aux Français dans ces moments-là? D'abord, les Français, ils nous disent quoi? Ils nous disent, quand on regarde France 3, sur les questions au gouvernement, on a l'impression d'avoir un poulailler. Et puis quand des fois on a des insomnies, qu'on regarde la chaîne parlementaire le soir, on a l'impression qu'il n'y a plus personne dans l'hémicycle. Et il faut simplement dire deux choses. La première, c'est que les questions au gouvernement, ce n'est pas la réalité du travail parlementaire. Parce que c'est un moment qui est filmé, télévisé, où l'ambiance parlementaire n'a absolument rien à voir avec le moment où on travaille sur des textes. Mais je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, moi, je souhaite qu'on ait une image qui soit nettement meilleure. Et je fais deux propositions. La première, c'est que, effectivement, sur les questions au gouvernement, il y ait davantage de respect et d'écoute les uns les autres. Parce que c'est vrai que sinon, on donne une image qui est complètement désastreuse et qui n'incarne pas l'autorité républicaine. Et à côté de ça, il faut qu'on revoie de fond en comble le travail parlementaire. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des séances de nuit, parfois qui durent jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin. Avec 15 députés. C'est interdit maintenant. Oui, mais enfin jusqu'à 1 heure du matin, ça continue quand même. Et vous avez 15 députés parfois en séance. C'est pas sérieux. Moi, je propose, comme au Parlement européen, qu'on ait un système où on est par exemple 3 heures, 4 heures de séance publique par jour, ça suffit largement. Et la séance publique, elle sert aux grands sujets. Il faut qu'on ait des grands débats. Et le travail fin, il doit se faire en commission parlementaire, pour qu'on ait davantage de présence et d'activité des députés. D'accord, et Jules Génico ? Oui, il faut revoir de fond en comble la façon dont notre travail est perçu à l'extérieur. Et ça veut dire changer les modalités aussi.
Moi, je suis pour la suppression des questions au gouvernement sous leur forme actuelle. C'est des questions convenues, des réponses convenues. Il n'y a aucune spontanéité par rapport au Parlement britannique, par exemple, par rapport à ce qui peut se faire en termes d'interpellation et de contrôle du gouvernement aux États-Unis. Il faut changer les pratiques, il faut supprimer les questions au gouvernement. Qu'il y ait 15 députés à 1h du matin le soir dans l'hémicycle, il faut expliquer à nos concitoyens que c'est normal. On délègue à des spécialistes de nos groupes les questions qui sont traitées dans l'hémicycle. Mais le travail réel, là où il se fait en transpartisan d'ailleurs, il faut le dire, Macron n'a rien à inventer. 80% du travail se fait aujourd'hui majorité opposition dans les commissions, dans les votes d'un certain nombre d'amendements. Et moi je crois que ce qu'on ne montre pas aujourd'hui du travail parlementaire, c'est ce qui se passe en commission, c'est ce qui se passe dans l'évaluation des lois sur le terrain, où il faut qu'on envoie les députés beaucoup plus sur le terrain. Donc quand vous entendez ça, Thomas Gassiou, vous allez commencer mardi prochain. Quelle réaction et quel député voulez-vous être ? Effectivement, je suis... Quelle image voulez-vous renvoyer ? Bon, déjà, je suis très satisfait de ce qui est dit. On voit bien qu'il y a une volonté aujourd'hui commune de dépasser des usages politiques qu'on a pu voir effectivement les années précédentes. Et moi, pour ma part, je suis nouveau. Je suis allé une seule fois pour l'instant à l'Assemblée nationale. C'était hier pour le circuit administratif. Donc j'écoute les anciens qui ont 5 ans et 10 ans d'expérience en la matière. Et je crois qu'on partage tous cette volonté d'avoir une Assemblée nationale plus moderne, donc de revoir des éléments d'organisation, plus ouverte sur la société civile, avec notamment les outils numériques. Et je pense que, comme le disait M. Abad, il faut également faire preuve de pédagogie, expliquer ce que c'est le travail de parlementaire. Est-ce que vous sous-estimez pas la pression médiatique parisienne ? Je ne critique pas mes collègues parisiens du tout, mais il y a quand même des dizaines de caméras qui vous attendent dans la salle des 4 colonnes. Il y a une forme de pression. Voilà. Est-ce que vous sous-estimez pas ça ? Il y a quelque chose dont je suis parfaitement conscient, c'est le changement des comportements, effectivement, quand les médias sont là. Puisque moi, étant jeune maire, je voulais retransmettre en direct le conseil municipal. Vous n'en aviez pas tous les mois. Je me suis renseigné auprès des maires qui avaient fait ça. Et on peut le faire très facilement aujourd'hui. Et puis, les maires qui ont fait ça, ils me disent « Ah non, on est revenu là-dessus. Mais pourquoi ?» Ah bah parce qu'on a remarqué que les élus se comportent différemment quand les choses se retransmettent en ligne. Et voilà, j'ai parfaitement conscience de ça. Mais ça, c'est une évidence. Il y a de toute façon un quatrième pouvoir qui est le pouvoir médiatique. Mais moi, je veux pas une Assemblée nationale feutrée. Oui. Il faut qu'il y ait de respect des autres, bien entendu, qu'il y ait un encadrement des règles, oui, qu'on explique davantage le travail parlementaire, oui, qu'on ait plus de présence et d'activité, oui. Mais par contre, il nous faut de la passion, de la vie. L'histoire de l'Assemblée nationale, c'est l'histoire de Jaurès, c'est l'histoire des uns et des autres qui montent à la tribune. C'est ça, l'Assemblée nationale. Et moi, je veux que ça vive à l'intérieur. Ce que j'ai dit pendant la campagne, c'est que j'ai dit que je ne voulais pas une Assemblée nationale monocolore. Vous voyez, quand on avait une majorité quasiment écrasante à 400 ou 450 députés, je pense que le débat d'idées, il doit être vécu à l'Assemblée nationale. Parce que si on ne le voit pas à l'Assemblée nationale, eh bien, il se fera dans la rue. Eh bien, on n'élit pas des députés pour que le débat il se fasse dans la rue. On élit des députés, pas pour qu'ils appuient sur le bouton oui quand on leur demande oui, ou sur le bouton non quand on demande non, mais qu'ils agissent en intelligence dans l'intérêt de la France et des territoires. Il faut une Assemblée nationale vivante. C'est le lieu de confrontation aujourd'hui dans notre démocratie. Ça ne veut pas dire de l'opposition systématique, bien évidemment, ou de l'obstruction. Et ça, moi, je pense qu'avec Damien, on n'a jamais été dans cette posture-là. Mais par contre, ça veut dire effectivement animer ce débat-là. Ce que je disais tout à l'heure est fondamental. On aura des députés qui seront certainement à Paris pendant 3 jours. Moi, je suis d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit on vote trop de lois, trop bavardes, il faut consacrer moins de temps au vote, à légiférer, à faire de nouvelles lois. Par contre, c'est évident que, et c'est le conseil que je donnerai aux nouveaux députés En Marche, je l'ai fait pour les 4 de la Loire, quand je les ai rencontrés cette semaine, c'est de ne pas répondre au premier micro tendu, parce qu'effectivement, il y a des pièges qui sont tendus, salle des 4 colonnes. Non, je devrais pas dire ça, mes collègues vont me détester maintenant, c'est terrible. Messieurs les anciens, pardon. Le pouvoir médiatique lyonnais est pas mal non plus. Hein. Restons modestes et humbles, c'est quand même une des vertus cardinales de ce métier. En quoi la réussite d'Emmanuel Macron, la réussite de la République En Marche vous interpelle dans votre pratique future ? Est-ce que ça va changer pour vous deux quelque chose ? Ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron, c'est à bousculer la vie politique française. Il a réussi à bousculer, à démontrer qu'on n'avait pas besoin forcément d'être depuis 10 ans ou 20 ans dans un parti politique pour accéder aux plus hautes fonctions. Et alors, Damien ? Eh bien ça, c'est un sujet, j'ai bien retenu cette leçon-là. Et je pense qu'il a raison sur ce point-là. Et je pense qu'on doit nous aussi bousculer la vie politique française. Et c'est ce que j'ai essayé de faire cette semaine. Et je pense qu'on peut la bousculer. Je parle de ma famille politique, on va y revenir de la dans droite, mais on doit la rénover en profondeur, de l'intérieur. Alors c'est pas facile parce qu'il y a toujours bien sûr des réticences, il y a toujours du verrouillage du système politique. Mais aujourd'hui les Français en ont assez de voir toujours les mêmes au même poste, au même moment. Ils veulent de l'oxygène, de la respiration politique et démocratique. On vient à vous dans un instant, Thomas Gassiou, Régis Juanico. Bousculer, c'est ça ? On va vous voir peut-être plus souvent qu'on vous a vu avant ?
Non, moi je suis extrêmement méfiant par rapport au système politique que veut organiser Emmanuel Macron. Je crois qu'il a les idées bien claires de ce point de vue-là. Autant je pense que nos concitoyens perçoivent que sur l'action internationale, sur aujourd'hui une posture qui est complètement la sienne. Vous n'oubliez pas ma question de départ, c'était en quoi la réussite d'En Marche? Oui, alors quel impact sur votre pratique? Je suis pas sûr que ça réussisse aussi bien que ce qu'on a voulu vendre jusqu'à maintenant. Vous voyez, les premiers pas sont quand même assez laborieux. Donc on verra. Il faut de l'action. Électoral, c'est incontestable. Il faut des réformes. Moi, j'ai toujours défendu un Parlement fort. J'ai toujours défendu les droits du Parlement face à un exécutif qui voudrait le soumettre. Et j'ai bien peur que cet exécutif-là, il est vraiment dans le déséquilibre des pouvoirs. On l'a vu avec la liberté de la presse, on l'a vu aussi un petit peu avec la justice. On voit aujourd'hui quand même qu'il y a la tentation par rapport à un groupe qui est un groupe pléthorique de l'encadrer, de le rendre docile. Et pour moi, c'est pas ça. L'Assemblée nationale, ça doit vivre effectivement, comme disait Damien Abad. Vous entendez ce qu'on a entendu. Vous seriez donc peut-être un député Godillot? Alors, je prends bien note de tous les conseils, mais je note qu'il y a également des caricatures qui sont dites ici. Les candidats d'En Marche ont tous été élus. Ils ont la légitimité démocratique. Ils ont été choisis sur la base de leurs compétences. On a des gens extrêmement compétents. On a M. Fauvert qui est l'ancien patron du RAID, Cédric Villani. On en a tout un tas il y a 19 000 candidatures. Et à l'intérieur de La République En Marche, il y a du débat pour avancer sur telle ou telle proposition. Et donc je pense que ce groupe parlementaire, il va surprendre dans les prochains mois. Il ne reste que 5 minutes, messieurs. Ça va vite, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, Damien Abad? On pensait tous que vous alliez prendre la présidence du groupe LR à l'Assemblée nationale. On s'est dit, voilà, recomposition politique, on change les têtes. Et boum! De nouveau Christian Jacob. Non, c'était un combat très difficile, je le savais bien entendu, mais je n'ai pas voulu le faire pour le résultat, j'ai voulu le faire sur l'impact et la symbolique politique. Moi, je défends une ligne politique. Et cette ligne politique, c'est ni celle d'une droite ralliée à En Marche, qui finalement se ferait allégeance au gouvernement. Là, c'est Thierry Solaire et les constructifs, c'est ça? C'est ça, ni celle d'une droite qui serait dans une opposition brutale et frontale. Ça, c'est quoi? C'est Laurent Wauquiez? Je pense alors, non. Il n'est pas député. Laurent Wauquiez était un président de région. Et je pense spontanément. Non, parce que j'y ai pensé. Non, mais ouais, ça, je vous êtes libre de vos propos, mais ce ne sont pas les miens. Je ne pensais pas à Laurent Wauquiez à ce moment-là, je peux vous le dire. Simplement, ce que je veux incarner, c'est une ligne politique qui soit à la fois renouvelée et responsable et vigilante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a des lois qui sont bonnes dans l'intérêt de la France, nous devons les voter. Parce qu'il y en a assez de cette politique politicienne qui fait que notre pays n'avance pas. La pédagogie, l'explication encore plus importante qu'avant. Oui, et ça veut dire aussi que par contre, quand il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, par exemple l'augmentation de la CSG, eh bien il faudra qu'on combatte sur nos valeurs et nos convictions à nous. Et c'est cette candidature que j'ai voulu porter. Et aujourd'hui, 1/3 des députés du groupe m'a suivi dans cette démarche-là, donc c'est une démarche très positive que nous allons continuer à porter, parce que je crois que c'est essentiel aujourd'hui qu'il y a beaucoup de renouvellement, y compris d'ailleurs, En Marche n'a pas le monopole du renouvellement, le renouvellement politique il existe partout, il existe aussi dans notre famille politique. Sur les 115 députés républicains, toutes tendances confondues, il y en a 52 qui sont nouveaux. Donc je comprends, mais vous êtes dans le groupe Les Républicains, vous allez rester. Mais agir à l'intérieur pour que le groupe... Oui, parce que, vous savez, quand on veut construire à l'extérieur, c'est toujours un signe de faiblesse. Ça veut dire qu'on n'est pas majoritaire chez soi. Eh bien moi, ça prendra le temps qu'il faudra. Ça prendra peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. Je veux réussir de l'intérieur parce que c'est de l'intérieur que nous devons rénover en profondeur les pratiques politiques. Régis Juanico, vous appartenez à un parti qui est, on va le dire, en déroute. Oui. Voilà. Alors là, la reconstruction, elle est absolument totale. Elle est totale. Elle commence par quoi? D'abord une reconstruction idéologique, c'est-à-dire enfin se mettre d'accord sur un corpus qui vous unit. Bien sûr, il va y avoir une phase de reconstruction chez les socialistes, mais je dirais que le groupe à l'Assemblée nationale, c'est une pierre très importante pour cette reconstruction. Alors on est 10 fois moins, donc on est 30, mais on est quand même des députés qui sont des députés chevronnés. Je pense à ma collègue qui était l'ancienne rapporteure générale du budget, Valérie Rabault, qui connaît très bien les questions de finances, par exemple. Donc on est immédiatement opérationnel. Ce sera moins le cas des députés En Marche qui vont. Mais le parti. Le parti, j'ai envie de dire, nous on a beaucoup souffert pendant ces 5 dernières années. C'est trouverais naturel que ça soit moi qui le dise, puisque j'ai toujours été un député très libre par rapport à ça. On a beaucoup souffert d'une gouvernance défaillante entre l'exécutif, le groupe politique à l'Assemblée nationale et ce que nous représentions, c'est-à-dire le mécontentement de nos concitoyens. Donc il faut repartir de zéro, il va falloir renouveler, notamment en termes de génération. Il y a eu beaucoup de départs à cette occasion des élections législatives. Et j'espère aussi que dans notre région, on aura aussi une nouvelle génération qui saura se lever. Thomas Gassiou, vous allez rester un mouvement ou fatalement, il faut aussi devenir un parti avec un corpus idéologique un petit peu plus, on va dire, solide, qui ne soit pas uniquement lié à une élection, à une personnalité, celle d'Emmanuel Macron? Bien sûr.
Il y a tout ça reste à faire. Exactement, tout ça reste à faire. Je voudrais quand même mettre un bémol à ce qui vient d'être dit. Je ne pense pas qu'on soit moins opérationnel quand on est issu de la société civile que quand on est un professionnel de la politique. On a beaucoup de députés aujourd'hui. Vous connaissez moins les rouages de l'Assemblée. Je reconnais moins les députés. Mais moi, pour ma part, les députés sont au contact de nos concitoyens tous les jours. Je vais essayer de répondre. Pour ma part, ça fait bientôt 10 ans que je suis élu local et j'ai créé mon entreprise. Elle s'est développée. J'ai beaucoup de choses à apporter, comme d'autres députés de la société civile, au moins autant que ceux qui sont des professionnels de la politique, qui ont été militants, assistants parlementaires et puis qui ont remplacé petit à petit. Vous étiez divers droite, par exemple, la position des constructifs, c'est une position qui est proche de la vôtre. Exactement, tout à fait. Je pense que le programme qui a été proposé, c'est le travail qu'on a fait nous dans la circonscription, c'est de faire preuve de pédagogie. Et il y a beaucoup de républicains et de centristes. L'UDI avait appelé à voter pour moi dans notre circonscription. On a fait preuve de pédagogie pour présenter le programme. Il faut qu'on fasse preuve également d'écoute. On n'est pas persuadé à 100% de tous les éléments de notre programme. On va faire preuve d'écoute pour avancer tous ensemble pour le redressement du pays. Merci à vous trois. Merci à vous trois d'avoir accordé du temps à France 3 dans une semaine qui est quand même assez chargée pour vous. Et puis félicitations, bon vent. Et puis, comme c'est la dernière de la saison, je voulais aussi remercier tous ceux qui ont participé activement à sa fabrication. Mon collègue Paul Satis, bien sûr, Laurent Mazurier, le rédacteur en chef, Denis Milan à la réalisation, et puis les scripts, Pascal Dono, Malika Berda, Bérénice Dalmé, les équipes techniques, les caméramans de plateau, les ingénieurs du son, les techniciens vidéo qui ont beaucoup donné cette année. J'étais un peu trop exigeant avec eux parfois, et puis les monteurs, les équipes du web et la com. Bref, un collectif qui a fait de son mieux toute la saison et que je tenais donc à remercier. Dimanche en politique reviendra la mi-septembre. D'ici là, je souhaite une bonne journée et puis une bonne vacances si vous avez la chance d'être en vacances bientôt.
Cheval, c'est ce qu'on appelle une allure dissymétrique, une allure sautée. Et il peut atteindre jusqu'à 60 km/h quand même en course. Alors que l'amble, ce n'est pas une allure naturelle. Voilà, ce sont les pattes de chat, enfin les jambes, pardon, d'un même côté qui se lèvent. Alors là, on voit bien les deux qui vont en avant du même côté et de l'autre côté, les deux vont en arrière. Seul le cheval islandais a un amble naturel. Mais on trouve l'amble naturel chez le chameau, la girafe, l'ours. Bon, évidemment, on ne leur fait pas faire des courses, mais...